Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 29 décembre 2025 et notre cher ami Larry C. Johnson est avec nous. Bon retour parmi nous, Larry. Je ne suis allé nulle part. C'est toi le gars qui voyage. D'accord. Chaque fois que je te parlais, tu étais à Moscou ou ailleurs. C'est vrai. Donc, oui. Larry, commençons par la rencontre entre Donald Trump et Zelensky, qui après tout est l'un des grands enjeux, les concessions territoriales du côté ukrainien. Il ne semble pas qu'ils en aient beaucoup parlé, ni qu'ils soient parvenus à un quelconque accord en ce sens. Mais, en prenant tout cela dans son ensemble, Donald Trump continue d'affirmer que nous nous rapprochons d'une certaine forme de fin du conflit. Quelle est ton analyse de ce qui s'est passé pendant la rencontre et après? Eh bien oui, ils se rapprochent de la fin du conflit, car les Russes continuent d'avancer très rapidement, et la Russie va remporter cette affaire sur le plan militaire. Quant à un règlement négocié, cela n'arrivera pas. C'est tout simplement absurde. As-tu entendu Zelensky dire hier « Oui, nous sommes prêts à céder des territoires que nous revendiquions auparavant afin de mettre fin à tout cela ». Non, il n'a absolument pas dit ça. Ce qu'il a dit la veille, c'est « Pas question, nous ne céderons pas le moindre morceau de territoire ». Donc d'accord, ils ne cèdent aucun territoire. Les Russes ont clairement énoncé leurs exigences. Les 5 anciens oblasts, la Crimée, Kherson, Zaporizhia, Donetsk et Louhansk. C'est du territoire russe. Les Russes n'ont pas reculé d'un pouce là-dessus. Ce que nous avons ici, c'est un désaccord fondamental qui ne sera pas résolu par des discussions. Ce n'est pas une question de « oh, ils ne comprennent tout simplement pas notre position ». Non, les deux camps comprennent les positions. Les Ukrainiens et Zelensky continuent de croire qu'ils peuvent d'une manière ou d'une autre reprendre ou regagner le contrôle de ces territoires, ou qu'ils peuvent arrêter la Russie dans son élan. Cela n'arrivera pas. Et cela, vous savez, je regarde avec fascination toute cette attention médiatique pour rien. Je veux dire, ils ont agi comme si quelque chose de concret se passait réellement. Oui, Zelensky et son équipe sont venus il y a quelque temps et ont passé 2 heures et demie à discuter. Mais au final, les Ukrainiens n'ont pas dit « D'accord, oui, nous allons devoir faire quelques concessions territoriales à la Russie maintenant pour mettre fin à tout cela. » Ils ne sont pas intéressés par une fin. C'est une machine à faire de l'argent, bon sang. Oui, mais Larry, quel est le problème avec l'Union européenne et les pays européens? En gros, je ne sais pas si tu as lu que le soutien de l'Allemagne à l'Ukraine a chuté de façon drastique. Après tout, on ne voit aucun changement dans leur comportement en Ukraine. Et si le soutien n'est plus ce qu'il était, comment peuvent-ils continuer à agir de la même manière? Eh bien, je suppose que vous partez du principe que les Européens ont tiré des leçons de l'histoire, ou qu'ils en savent quelque chose. Ils se sont complètement détachés de la réalité. C'est sans doute la meilleure façon de le dire. Vous savez, Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Keir Starmer, si vous additionnez tout leur soutien, il reste en dessous de 50%. Je veux dire, chacun d'eux est à peine dans les faibles 2 chiffres dans son propre pays. Ils ne reflètent pas la volonté des électeurs, des citoyens de ces pays, mais ils sont déterminés à poursuivre cette guerre. Du point de vue de Merz, il est davantage redevable à BlackRock. BlackRock a fait un investissement même si ce n'est pas ouvertement visible. Mais d'une manière ou d'une autre, ils doivent sauver ces instructions ou sauver la situation pour BlackRock. Et on a vu, ce qui était fou, c'est qu'il y a 2 semaines, ils ont eu une réunion à Washington. Et qui se pointe à cette BlackRock. Tu sais, Larry Fink. Genre,
qu'est-ce que tu fais là? Parce qu'en théorie, tu n'as pas d'argent investi, tu n'as rien à perdre. Je ne pense pas que ce soit vrai. Donc fondamentalement, ce dont on parle en ce moment, c'est d'argent et de contrôle. L'Occident essaye de comprendre comment garder une part du gâteau en Ukraine. Mais la situation de la Russie sur le terrain, militairement, est telle que l'Europe ne peut pas arrêter l'avancée russe. Et les Ukrainiens sont en train de perdre. C'est aussi simple que ça. Et la situation sur le champ de bataille montre que d'une manière ou d'une autre, ils avancent dans toutes les directions. Oui. En même temps, tu sais, l'Ukraine et l'Occident continuent de faire circuler leur propagande. Ils ont affirmé avoir repris Kupiansk et chassé les Russes. Beaucoup de chaînes Telegram se sont enflammées à ce sujet, mais tu sais, Andrei, notre ami commun Andrei Martianov, a fait une très bonne vidéo l'autre jour pour démonter tout ça. En réalité, l'Ukraine n'a pas les forces de réserve nécessaires pour être déployée partout où il y a un besoin. Ces ressources sont limitées. Donc, quand ils essayent de combler une brèche sur la ligne de front, les Russes intensifient leurs attaques dans une autre section. Et cela va simplement continuer. Certains disent que peut-être dans 6 mois, les Russes seront à Zaporijia sur le Dniepr. Moi, je pense que cela arrivera bien plus vite. On va assister à un effondrement plus rapide de l'armée ukrainienne au cours des 3 ou 4 prochaines semaines. Aujourd'hui, nous sommes le 29 décembre. Il semble que l'année 2025 touche presque à sa fin et le conflit en Ukraine continue. La manière dont Donald Trump parle du conflit et relie tous les éléments, l'Europe, dit-il, montre bien sa position. Aujourd'hui, il a déclaré que les garanties de sécurité accordées à l'Ukraine, ainsi qu'une grande partie des considérations de sécurité pour ce pays, proviennent des pays européens. Ça va pas se faire. Oui, je veux dire, c'est juste une perte de temps. Vous savez, on peut en parler. Les Européens pensent qu'ils vont pouvoir mettre sur pied une sorte de force européenne qui ira en Ukraine et dira aux Russes « D'accord, si vous attaquez les Ukrainiens, il faudra passer par nous. » La Russie ne le permettra pas. Ça n'arrivera pas. Cela ferait monter la guerre d'un cran jusqu'à un conflit total si les Européens pensent qu'ils vont faire ça. Mais le problème, c'est que ce sont des Européens. But the problem is they're Europeans. Tu sais, l'Européen moyen, si tu parles d'un citoyen français, d'un citoyen allemand ou d'un citoyen britannique, ce sont de grandes personnes, individuellement, vraiment formidables. Mais leurs gouvernements sont nuls. Ils sont complètement déconnectés de la réalité et pensent avoir une puissance militaire. Ce n'est pas le cas. Ce sont une bande de faibles. Et s'ils croient qu'ils vont intervenir pour sécuriser l'Ukraine, alors que tout le concept de la garantie de sécurité repose sur le fait que si la Russie attaque, ils répondront, ils viendront se battre pour l'Ukraine. Cela n'arrivera pas. En ce moment, ce ne sont que des gens qui se livrent à un fantasme. Ils se bercent d'illusions. Jusqu'où l'Europe irait-elle dans la production de ses propres armes, sans dépendre des États-Unis? Penses-tu que cela puisse arriver? L'Allemagne. Tout le monde parie sur l'Allemagne pour leur sauver la mise. Faisons en sorte que l'Allemagne recommence à fabriquer ses armes. Le seul problème, c'est que l'Allemagne est en train de se désindustrialiser. Ils ont récemment fermé une usine Volkswagen, donc ils vont dans la mauvaise direction. Et ils se sont infligés cela eux-mêmes, avec les États-Unis qui ont fait exploser Nord Stream, coupant l'approvisionnement en gaz naturel, et maintenant en essayant de refuser d'acheter du pétrole à la Russie. Ils veulent payer des prix plus élevés, et cela nuit à leur économie. Nous avons vu cela partout en Europe. Ils ne sont plus un centre industriel de puissance. Il y a 110 ans, oui,
on pouvait le dire. Il y avait d'importantes capacités industrielles et manufacturières en Europe. Ce n'est plus le cas. Vous savez, les Français ont Airbus et ils peuvent construire quelques avions promènes, mais tout va dans la mauvaise direction. Trump a déclaré que Rubio, Hegseth, Witkoff et Kushner, ainsi que le général Keane, rejoindraient un groupe de travail américain. As-tu dit le général Keane ou Kane? Général, c'est Keane. Non, pas lui. Keane, le général Keane. Quoi? Le président des chefs d'état-major interarmés. D'après ce que je lis, il semble que ce soit le général Keane. Non, ils ne peuvent pas. K-I-A-N-E. Je ne sais pas si c'est juste. Eh bien oui, je n'ai aucun doute sur ce que tu lis. Mais Keane, souviens-toi, le général Keane est fou. C'est impossible. Je le sais parce que je le vois sur Fox News chaque fois qu'il apparaît. Il travaille pour l'Institut pour l'étude de la guerre. Je crois avoir entendu lorsque Trump a parlé de l'équipe chargée des négociations qu'il avait mentionné le général Keane. Keane. C-A-I-N-E. Raising Cane, comme on l'appelle. Mais encore une fois, je ne le vois pas envoyer toutes ces personnes pour être, je cite, l'équipe de négociation avec les Russes. Nous verrons si ça se produit vraiment. Ils en parlent maintenant, mais le problème reste l'Ukraine. Et l'Ukraine est en train de perdre sur le champ de bataille. La Russie ne va pas se faire avoir à nouveau comme avec Minsk II, quand ils ont dit « d'accord, on s'arrête là », parce que tous ces Européens affirmaient qu'ils soutiendraient le processus de paix. Non, cela n'arrivera pas. Je ne saurais trop insister. Allez lire ce que Vladimir Poutine a dit au ministère russe des Affaires étrangères le 14 juin 2024. Et ce qu'il a répété plusieurs fois depuis, ce qu'a réaffirmé Sergei Lavrov et ce qu'a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov. Ils n'ont rien changé. Et c'est pour cela que je reste ici, terriblement frustré, à regarder beaucoup de commentateurs. Oh oui, c'est un progrès. Le processus de paix avance. Peut-être que la Russie est prête à faire quelques concessions. Non, ce n'est pas le cas. Pas du tout. Eh bien, Donald Trump et Vladimir Poutine ont eu un bon appel téléphonique. Très bien. Content qu'ils aient eu une agréable conversation. Cela ne veut pas dire que les Russes disent « D'accord, nous allons nous arrêter là où nous en sommes. Nous n'avancerons plus militairement à Kherson ou à Zaporizhia et nous rendrons une partie de ce territoire à l'Ukraine. » Cela n'arrivera pas. Et l'Occident continue de se tromper lui-même, de se mentir à lui-même. Oh oui, l'économie russe s'affaiblit. Oh, les Russes sont épuisés. Ils ne peuvent pas continuer comme ça. Si ils le peuvent, ils sont loin d'être épuisés. Yes, they can. They're nowhere near exhaustion. They haven't even. Ils ne se sont pas mobilisés pour la guerre. C'est toujours une opération militaire spéciale. La façon la plus simple de le dire, c'est qu'ils n'ont rien déclaré qui ressemble à une mobilisation générale. Ils maintiennent et augmentent la taille de leur armée par des processus de recrutement normaux. En fait, ils offraient autrefois des primes financières pour inciter les gens à s'engager. Mais ils ont arrêté parce qu'il y a trop de volontaires qui se présentent en disant « D'accord, oui, nous irons nous battre ». Et on leur répond « C'est bon, nous avons assez de monde. Retournez travailler ». Donc, environ 6% de leur PIB peut être attribué à l'effort de guerre. Seulement 6%. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en comparaison, environ 45% du PIB américain était consacré à la guerre. Quand on atteint les deux chiffres et qu'on s'approche des 50%, c'est qu'on est en guerre, une guerre totale. La Russie en est très loin. Je me souviens que lorsque la guerre a commencé, Michael McFaul a dit que c'était la guerre de Poutine. Et aujourd'hui, on voit clairement ce qui se passe au sein de la société russe. Les gens sont encore plus
Enfin, vous savez, ils veulent être plus fermes sur ce qui se passe en Ukraine, surtout dans leur opposition à l'Occident. On voit le président russe essayer de trouver un juste milieu. Il ne va pas jusqu'à affronter directement l'OTAN et l'Occident collectif. Disons-le ainsi. Comment vois-tu les choses, Larry? Qu'est-il arrivé à la société russe? Parce que tu te souviens, quand la guerre a commencé, les médias ont convaincu certains jeunes Russes de quitter la Russie, de ne pas rester pour se battre pour elle, parce que c'était la guerre de Poutine, une guerre d'agression. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, même parmi les partis les plus libérales de la société. Écoute, je ne suis allé en Russie que quelques fois au cours des 2 dernières années. C'est déjà pas mal. Oui, donc tu en sais beaucoup. Qu'est-ce que je sais? Tu sais, ce que je n'ai pas observé, ce sont des manifestations contre la guerre. Je n'ai pas entendu, tu vois, dans les réunions. J'ai rencontré des personnes très diverses. Je ne suis pas enfermé dans un seul groupe. En réalité, la question de la guerre ne revient pas souvent parce que ce n'est pas une guerre. C'est une opération militaire spéciale pour le moment. C'est ainsi que la société est organisée. Et cela signifie que le consommateur moyen, le Russe moyen, n'a pas à faire de sacrifices, comme renoncer à la nourriture ou être limité par des coupons pour acheter de l'essence. Si tu repenses à ce qui s'est passé aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, personne ne pouvait acheter de voiture neuve. Nobody could buy a new car for like 3 or 4 years. No new cars. Pendant 3 ou 4 ans, il n'y avait pas de voiture neuve. Les gens étaient limités. On recevait des coupons de rationnement pour la quantité d'essence qu'on pouvait acheter. Il y avait des restrictions. On ne voit pas cela en Russie. Maintenant, vous avez raison. Certains segments de la société russe veulent que Poutine enlève vraiment les gants et écrase littéralement l'Ukraine. Et vous savez, on a parfois entendu cela de la part de Medvedev, l'ancien président russe. Mais il n'y a pas cette montée, disons, de colère ou d'irritation où l'on dirait « bon, il faut aller plus vite, n'est-ce pas ?» Poutine s'appuie sur l'état-major général pour le plan de guerre, la manière dont il mène la guerre. Et font-ils des erreurs? Oui, ils en ont fait. Je ne prétends pas du tout que l'armée russe soit parfaite. I'm not at all arguing that the Russian military is perfect, but they seem to be handling business pretty well. Mais, vous savez, ils semblent gérer les affaires plutôt bien, et ils ont avancé. Je n'ai pas eu connaissance de leurs plans, donc je dois supposer qu'ils savent ce qu'ils font et ce qu'ils cherchent à accomplir. Comme je l'ai déjà dit, l'un des facteurs limitant les performances de l'armée russe est que ce n'est pas une guerre, puisqu'ils ne se sont pas mobilisés sur un pied de guerre. Ils se sont appuyés sur un processus plus lent pour augmenter le nombre réel d'hommes dans l'armée. Et à mesure que ce nombre a augmenté, leurs opérations et leurs activités se sont étendues. C'est pourquoi, cette année, nous voyons des avancées bien plus rapides qu'à n'importe quel moment au cours des 3 années précédentes. Et je pense que cela ne fera que continuer. Cela ne va pas diminuer. And I think that's only going to continue. It's not going to subside. Je pense que ça montre comment l'armée russe s'est transformée, comment elle était, tu sais, plutôt une armée défensive. Ils étaient prêts à se défendre, mais ils n'étaient pas préparés à attaquer qui que ce soit, ni à sortir de Russie pour combattre, tu sais, quelque chose comme l'OTAN. Il y avait 700 000 soldats en Ukraine. Ils affrontaient une force immense, vraiment immense. Mais comme tu l'as mentionné, cela montre comment ils se sont entraînés, comment ils ont appris au fil de la guerre en Ukraine. Et la Russie d'aujourd'hui, son armée est totalement différente. Eh bien oui. Je ne sais pas si... Allez-y. Je t'ai perdu à ce moment-là. Tu parlais et ta voix a disparu. Oui, vas-y. Je parle de la transformation de l'armée russe. Oui, eh bien, vous savez, lorsque l'opération militaire spéciale a commencé en février 2022, les forces terrestres russes
était estimé à environ 275 000 hommes au total, et ils n'en ont déployé qu'environ la moitié lors de l'incursion initiale en Ukraine. Ils disposaient alors de réserves, peut-être 800 000 ou 900 000, des réserves prêtes à être mobilisées. Mais en théorie, ils auraient pu en rappeler entre 3 et 5 millions. Eh bien, ils ne l'ont pas fait. En septembre 2022, ils ont mobilisé 320 000 hommes. Et maintenant, nous voilà à l'approche de la 4e année de cette guerre, et leur armée compte environ 1,5 million d'hommes. Elle a donc été multipliée par presque 7 par rapport à ce qu'elle était il y a 4 ans. Maintenant, recruter des gens ne signifie pas simplement, et comme le font les Ukrainiens, leur enfiler un uniforme et les envoyer immédiatement sur la ligne de front. Les Russes ont effectivement le luxe du temps pour former ces personnes. En fait, je lisais récemment que l'un des problèmes auxquels ils sont confrontés en ce moment, c'est qu'ils ont tellement de volontaires, tellement de gens qui veulent s'engager, qui n'ont pas assez de terrain d'entraînement disponible, pas assez de bases pour accueillir tous ces nouveaux recrues. Donc vous voyez, la Russie ne souffre pas. Elle ne subit pas de pertes en effectifs. Elle ne subit pas de pertes en termes de capacité de production d'armes. Elle ne subit pas de pertes liées à des pénuries d'énergie. En somme, tout ce qu'il faut pour mener et soutenir une guerre, la Russie l'a et l'Ukraine non. C'est en fin de compte le problème fondamental. Si on y réfléchit, on se dit d'accord, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin de main-d'œuvre, de gens prêts à se battre. La Russie en a, l'Ukraine non. Russia has that, Ukraine doesn't. We see video after video of Ukrainian Nous voyons vidéo après vidéo de recruteurs ukrainiens sortir, plaquer des gens au sol et les traîner dans des voitures. Il faut disposer d'une base industrielle capable de fournir ce dont on a besoin pour l'effort de guerre. La Russie l'a, et elle n'a même pas eu besoin de passer en économie de guerre. En d'autres termes, ce qui existe dans l'économie civile suffit encore à les approvisionner en armes, en munitions, en nouveaux véhicules, en nouveaux chars, en nouveaux avions, et ainsi de suite. Le peuple doit être prêt à soutenir l'effort de guerre. C'est le cas en Russie. Il est plus incertain de savoir jusqu'où cela va en Ukraine. Certains rapports indiquent que des gens croient encore pouvoir gagner cette guerre. Ils sont donc victimes de leur propre propagande. La Russie possède tous les facteurs nécessaires pour soutenir l'effort de guerre. L'Ukraine, sans le soutien occidental, ne les a pas. C'est aussi simple que cela. Du côté de l'OTAN, comment as-tu trouvé, Larry, tous ces différents types d'armes envoyées en Ukraine? Cela montrait quelque chose, tu sais, que les armes ne sont pas intégrées dans le système qui a été exposé en Ukraine. Et d'une certaine manière, je ne sais pas si c'est une source d'inquiétude pour l'OTAN. Eh bien, encore une fois, quand la Russie fabrique des armes, elles sont construites selon, disons, une stratégie de sécurité nationale. Elle dispose réellement d'une véritable stratégie de sécurité nationale. L'ensemble du système militaro-industriel en Russie n'est pas un système capitaliste. Ce n'est pas un système où ces industries existent pour générer des profits pour les actionnaires. Ces industries existent pour s'assurer que la Russie dispose de ce dont elle a besoin pour repousser les attaques étrangères. C'est la philosophie qui la sous-tend. Alors qu'en Occident, les différentes entreprises qui fabriquent des chars, des avions, des canons, des pièces d'artillerie et des obus sont toutes des entreprises capitalistes. Elles sont détenues publiquement ou servent les intérêts des actionnaires. Et ces actionnaires veulent des rendements. Ainsi, les armes qui finissent par être conçues, développées et déployées ne sont pas nécessairement des armes qui servent une stratégie de sécurité nationale. Et puis, en raison du fonctionnement de l'OTAN,
avec maintenant 31 pays, l'industrie en Allemagne fait les choses d'une certaine manière, l'industrie en France d'une autre, et il en va de même pour le Royaume-Uni. Il n'y a donc pas de cohérence. Ce n'est pas comme s'ils produisaient tous selon une norme particulière. Ils ont des normes et des capacités différentes. Donc en somme, l'Europe n'est pas dans la situation où si l'on remonte aux années 930, lorsque Hitler est arrivé au pouvoir et a commencé à reconstruire l'armée allemande, il y avait à cette époque en Allemagne des usines inactives. Ils avaient des travailleurs qui cherchaient du travail. Aujourd'hui, en Allemagne, ils ont un problème d'énergie. Ils ne peuvent pas, vous savez, ils ne peuvent pas produire. Les usines ferment. Et beaucoup de ces usines déménagent à l'étranger. Donc en ce moment, ils n'ont pas la capacité nécessaire pour produire à un niveau qui permettrait vraiment de renforcer l'armée de manière spectaculaire. Et vous savez, franchement, la Russie surveille cela aussi. La Russie ne va pas rester les bras croisés et permettre à ces pays de se réarmer à l'échelle de ce que l'Allemagne a fait dans les années 1930, parce que les Russes sont légitimement préoccupés par le fait que l'Europe continue de parler d'attaquer la Russie. Ils continuent de traiter la Russie comme si c'était un ennemi. Sans armes, ils parlent d'attaques préventives contre la Russie. S'ils produisent. Mais Larry, permettez-moi de changer un peu de sujet pour parler de la prochaine rencontre entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et Donald Trump. Le Washington Post a rapporté que Netanyahu allait faire pression sur le président américain pendant la réunion, car il souhaite attaquer l'Iran. Oui. Eh bien, tu as vu ça. J'ai écrit un article il y a 2 jours à partir d'un titre du New York Post qui disait « L'Iran déclare la guerre aux États-Unis, à Israël et à l'Europe ». Et je me suis dit « Tiens, c'est étrange ». Puis en lisant vraiment l'article, c'était une interview de Pourchekin, je ne me souviens plus de quel média, il disait « Écoutez, nous sommes effectivement en guerre avec Israël, les États-Unis et l'Occident. Nous ne cherchons pas la confrontation, mais ils nous attaquent. » Il ne faisait que reconnaître la situation. Mais à la place, voilà le New York Post, qui a beaucoup pris parti pour les sionistes, disant « Oh, voyez, ces Iraniens, ils nous déclarent la guerre, donc nous devons pouvoir les attaquer. » Donc, cela a été publié 2 jours avant. C'était fait samedi. Alors tu sais, Netanyahou arrive aujourd'hui, et je suis sûr qu'il va faire de son mieux pour convaincre Trump. Oui, il faut qu'on s'en prenne encore à ces Iraniens. Ils sont sérieux à ce sujet. Je pense que le New York Post était utilisé par des sources sionistes, car les éditeurs de ce journal sont très proches des Israéliens et relaient souvent leur propagande. Donc oui, ils essayent de créer une impulsion pour voir s'ils peuvent rallier Trump à leur cause. Et franchement, je ne serais pas surpris que Trump dise à Netanyahou « D'accord, oui, on va voir ce qu'on peut faire », et qu'ils essayent à un moment donné d'attaquer à nouveau l'Iran. Sauf que cette fois, je pense que l'Iran est prêt d'une manière qu'il ne l'était pas en juin dernier. Et tu le ressens, tu le vois quand tu es ici en Iran. Je ne sais pas, Larry, quand il s'agit de ce dont il parlait, le programme nucléaire iranien. En ce moment, il parle d'installation de missiles. Oui, c'est tout simplement ridicule jusqu'où ils iraient, parce que c'est impossible. Je dirais, Larry, quand tu regardes les médias et que tu parles avec les responsables ici, tu ne peux pas croire que quoi que ce soit que Netanyahou demande puisse se produire de sitôt. S'ils vont aussi loin, nous aurons une guerre totale entre les deux. Oui, eh bien, c'est pour cela que l'Iran, après l'attaque, la guerre de 12 jours, c'était du 13 au 25 juin, non?
s'est assis et a réalisé qu'il fallait revoir ses relations avec la Russie et la Chine sous un nouveau jour. Auparavant, l'Iran hésitait à s'impliquer trop profondément sur le plan militaire avec la Russie ou la Chine, mais ce n'est plus le cas. Je plaisante souvent en disant qu'ils accumulent des milles de fidélité. Tous ces responsables iraniens qui font sans cesse l'aller-retour entre Moscou et Pékin. Et ce sont des gens du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Défense. Ce ne sont pas une ou deux réunions. Il y a des contacts fréquents. Ainsi, l'Iran se trouve désormais dans une position militaire, économique et politique bien plus forte qu'il ne l'était le 12 juin 2025. Et vous savez, si Israël est assez stupide pour attaquer l'Iran en pensant le vaincre et provoquer l'effondrement de sa société, il pourrait bien finir par subir le même sort. Car je pense que l'Iran est aujourd'hui bien mieux placé pour riposter. Et si tu suis les médias israéliens, ils parlent de ce qui se passerait après le gouvernement de Netanyahou. Il semble que Netanyahou va d'une manière ou d'une autre être remplacé, même si je ne sais pas à quel point c'est possible qu'une autre personne en Israël prenne réellement sa place. Après tout, quelle influence cela aurait-il, compte tenu de la politique étrangère d'Israël? Eh bien, je n'en vois pas. Il se débarrasse de Netanyahou. Il est doué pour manipuler l'opinion américaine et obtenir le soutien des États-Unis. Mais en ce qui concerne les politiques qu'il mène, une majorité d'Israéliens les soutient. Donc ce n'est pas comme si Netanyahou imposait une politique que la plupart des Israéliens rejettent. C'est tout le contraire. Il l'approuve. Il n'aime peut-être pas Netanyahou personnellement, et il est corrompu. Mais si Netanyahou part, je ne vois pas Israël changer de cap du tout. Mais après tout, tu te souviens de la guerre de 12 jours. Elle a été si courte. Beaucoup de gens quittaient Israël, ce qui n'était pas le cas ici en Iran, d'ailleurs. Eh bien oui. Donc dans un pays de 80, 90, 91 millions d'habitants, ils ne partent pas. Ils se rassemblent d'une certaine manière de l'intérieur. Et en Israël, tu vois des gens partir à Chypre et dans d'autres pays. Donc non, cela n'a pas de sens pour moi. Oui, eh bien, je ne sais pas combien, tu vois, sont réellement partis à cette période. Je ne sais pas si certains sont revenus ou s'ils continuent de quitter Israël. La menace de guerre, tu sais, pourrait être une incitation pour certains. Le problème, c'est qu'il y a ces colons qui continuent d'essayer de voler des terres aux Palestiniens. Et dans les dernières actions du mois passé, le gouvernement israélien a autorisé et approuvé encore plus de vols. Ils sont comme des sauterelles voraces. Ils ne cessent de consommer, détruire. Et malheureusement pour les Palestiniens, même s'ils reçoivent quelques déclarations de soutien de la part de nombreux pays, il n'y a eu aucune action internationale concertée pour tenter d'arrêter Israël. Pendant très longtemps, Israël attaquait le Liban, la Syrie, Gaza, la Cisjordanie, et d'une certaine manière, ils étaient à l'abri d'attaques venues de l'extérieur. C'est de cela que je parle. Mais voyez-vous, pendant la guerre avec l'Iran, ils ont vécu quelque chose de différent, quelque chose qu'ils n'avaient encore jamais affronté. Je pense donc que la question reste entière pour les décideurs israéliens. Veulent-ils vraiment risquer une guerre plus vaste avec l'Iran? Et comment ça va-t-il les affecter, eux et leur société? Eh bien, je veux dire, vous partez du principe qu'ils s'assoient et qu'ils évaluent les choses de manière rationnelle, qu'ils font une analyse précise des capacités iraniennes. Je ne pense pas qu'ils fassent cela. Ils sous-estiment donc les capacités de l'Iran et surestiment les leurs. Et quand on agit sur la base de ce genre de croyances, on peut faire des choses vraiment stupides.
Comme je le disais, je crois que c'était la semaine dernière quand nous en avons parlé, Israël s'est engagé d'une manière qui le rend plus faible, pas plus fort. C'est une chose d'activer, et je crois qu'ils ont mobilisé environ 300 000 réservistes pour l'opération à Gaza. Mais c'est un pays d'environ 8 millions d'habitants, peut-être 7 millions maintenant. Ils n'ont pas des ressources humaines illimitées. Leurs ressources sont très limitées. Cette armée de 300 000 hommes n'a pas réussi à vaincre le Hamas. Ils ont confiné le Hamas dans une zone de 350 km² et l'ont encerclé de tous côtés. Mais Israël n'a toujours pas réussi à les vaincre. Ils mènent également des opérations militaires au Liban et en Syrie. Donc leurs capacités militaires ont des limites. Ils ne semblent pas en avoir conscience. Ils agissent comme s'ils disposaient de ressources illimitées. Et au cours des dernières 24 heures, le rapport de l'inspecteur général du département de la Défense a révélé qu'environ 8 milliards de dollars d'armes manquaient à l'appel. Les États-Unis ont fourni beaucoup d'aide, mais ils ne savent pas où elle est passée. Il manque donc 8 milliards de dollars, ce qui représente une somme considérable. Madame, Larry, parlons un peu de la situation avec la Chine. Il semble que la Chine devienne très nerveuse à propos de Taïwan et qu'elle se prépare, qu'elle se tienne prête à combattre toute menace dirigée vers ce qu'elle appelle la patrie. Penses-tu que les États-Unis vont intensifier la situation à Taïwan? Ou peut-être que Donald Trump va aller dans cette direction en envoyant plus d'armes ou en prenant de nouvelles décisions concernant Taïwan? Eh bien, le paquet d'armes, l'aide récemment fournie à Taïwan, a accru les tensions avec les Chinois. Mais je ne vois pas la Chine agir militairement pour prendre le contrôle de Taïwan. Cela n'arrivera pas. Ils le feront sur le plan économique, ils le feront sur le plan diplomatique. Ils n'ont pas besoin d'entrer dans ce genre de guerre ouverte avec l'Occident à propos de Taïwan. Sur le plan économique, par exemple, ils vont cesser d'exporter de l'argent. L'argent est désormais un minéral essentiel dans la production de certains systèmes clés à travers le monde, et cela aura un impact considérable. C'est dans la même logique que lorsqu'ils ont cessé d'expédier des terres rares vers les États-Unis. Je vois la Chine utiliser des moyens économiques en retenant certains produits et en limitant les expéditions d'autres biens, comme une façon de vaincre l'Occident, plutôt que d'entrer dans une guerre ouverte. En même temps, ils sont prêts à se défendre et ils vont affirmer leur domination le long de leurs frontières immédiates et dans les zones côtières voisines. Mais je ne pense pas qu'ils voient la nécessité d'envahir Taïwan. Ils prendront finalement le contrôle de Taïwan par un processus politique. Parce qu'après tout, ils sont témoins de quelque chose de similaire à ce qui s'est passé en Ukraine. L'envoi de plus d'armes, la formation de l'armée. Et puis, en regardant l'Ukraine, Larry d'ailleurs, je sais que Taïwan est une île, une petite île, et qu'ils ne peuvent pas, enfin ils ne sont reliés à aucun pays. Cela rend extrêmement difficile pour les Taïwanais de s'opposer à la Chine. Mais ce ne sont pas, comme tu l'as mentionné, des actions rationnelles ni des acteurs rationnels. C'est pourquoi la Chine est extrêmement préoccupée par ce qui se passe à Taïwan. Eh bien, vous savez, ce qui a fait de Taïwan un sujet aussi sensible au cours des 6 dernières années, c'est le rôle de NVIDIA et des puces informatiques, ainsi que le statut de Taïwan en tant que grand producteur de ces dernières. La Chine se dirige maintenant vers la production de ses propres puces, et à un certain moment, Taïwan ne sera plus aussi pertinent. La direction que prend la Chine pourrait rendre le centre de production de Taïwan moins crucial qu'il ne l'est actuellement ou qu'il ne l'a été.
On peut d'ailleurs voir les États-Unis aussi, sous Trump, chercher à relocaliser, à rapatrier la capacité de produire des puces informatiques. Mais vous savez, je pense que les Chinois se sont enfin réveillés et ont dit « Écoutez, l'Occident va continuer à essayer de nous tenir économiquement en otage si nous leur laissons le moindre levier. » Ils ont donc réellement planifié et ils avancent et exécutent ce plan afin de devenir indépendants de l'Occident. Et cela se produit. Comme tu le sais, tu as eu tes discussions avec Pepe à propos de son récent séjour en Chine, parcourant l'ancienne et la nouvelle route de la soie. La Chine c'est quelque chose de nouveau et de spectaculaire en termes de puissance économique. L'Occident continue de parier sur un effondrement imminent de la Chine, en disant que son économie est faible. C'est simplement que nous sommes incapables de nous regarder objectivement dans le miroir et de voir ce que nous sommes. Nous sommes tellement occupés à critiquer, à chercher les faiblesses des autres. L'Occident, dans cette compétition économique, l'Occident a perdu. La Chine nous a dépassés dans toutes les catégories. Il n'y a plus rien que l'Occident possède dont la Chine ait besoin. Une partie de leur succès, et je pense qu'une grande partie, vient de la manière dont ils traitent les autres pays, de la façon dont ils les abordent et dialoguent avec eux. Ils ne mettent pas de pression. Ils ne disent pas « vous devez faire ceci, faire cela ». Ils disent simplement « adaptez vos politiques intérieures ». Ils veulent de meilleures relations avec les pays d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient. Mais les États-Unis n'ont pas changé d'attitude. No one directly racist cannot dismiss small. Les États-Unis, on agit de plus en plus comme deux types de la mafia qui débarquent dans une petite entreprise familiale en disant « Hey, on te vend une assurance pour que ton commerce ne soit pas détruit. » C'est un système de protection. C'est ainsi que la politique américaine a souvent fonctionné envers d'autres pays. Ils sont contraints et menacés. Si vous ne vous alignez pas avec nous, quelque chose de mauvais pourrait arriver. Je ne vois pas la Chine faire la même chose. La Chine, en particulier en Afrique, quand on prend du recul et qu'on regarde le rôle qu'a joué l'Occident, surtout l'Europe, là-bas, ils n'ont pas laissé les choses en meilleur état qu'ils ne les ont trouvées. Ils ont vu ce continent comme un lieu à exploiter, d'où extraire des ressources et où instaurer des gouvernements dociles qui feraient ce qu'ils voulaient. Et sans vraiment développer les infrastructures, sans s'assurer que la population soit éduquée, qu'il y ait de bonnes centrales électriques, de bonnes routes, de bonnes télécommunications, rien de tout cela. La Chine arrive avec son initiative des nouvelles routes de la soie, elle construit ses infrastructures. Et elle ne le fait pas en disant « Hey, nous allons faire cela pour vous, mais ensuite vous nous devrez quelque chose », pour les rendre dépendants. C'est une approche différente. Certains diront « Oh Johnson, tu es naïf ». Mais ce que nous voyons, c'est que la Chine a trouvé une autre voie. Elle tient réellement la promesse du développement. Quand j'allais à l'école dans les années 1970, il y a 50 ans, il existait une véritable compétition entre le monde communiste et le monde capitaliste. Un livre avait été écrit par Eugene Rostow, un économiste qui avait participé à l'administration Kennedy. Cela s'appelait les 5 étapes de la croissance économique. En gros, cela essayait d'expliquer comment le capitalisme, par opposition au communisme, était censé créer toute cette richesse pour les pays du tiers-monde. Et cela ne s'est jamais produit, parce que les États-Unis n'étaient pas vraiment intéressés par le développement de la richesse des pays d'Amérique du Sud ou d'Afrique, n'est-ce pas? L'Afrique en particulier. Nous restions dans une logique d'extraction. Une grande partie des activités de la CIA à ses débuts
servaient les intérêts des entreprises, que ce soit United Fruit en Amérique centrale ou les géants du pétrole en Iran. C'est là que la CIA, sous la direction de Kermit Roosevelt, a joué un rôle majeur dans le renversement de Mossadegh. Tout tournait autour de l'extraction des ressources, pas du renforcement ni de l'autonomie de ces pays. À ceux qui te critiquent pour ta naïveté à propos de la Chine, le résultat parle de lui-même. Les faits sont là. Tu peux voir le résultat. Tu peux constater les conséquences de leur comportement et de leur attitude. Et il faut comprendre pourquoi ils réussissent. C'est simplement ainsi qu'ils agissent. Regardons simplement ce qui est arrivé à la Chine au cours des 52 dernières années et aux États-Unis pendant la même période. Il y a 52 ans, la majorité de la population chinoise n'était pas alphabétisée. La plupart des gens vivaient dans la pauvreté et la société n'était pas du tout industrialisée. Quand on observe la transformation qui s'est produite en Chine à une échelle incroyable, avec 1,4 milliard d'habitants, la construction de villes modernes, et la priorité donnée à l'éducation des enfants. On constate qu'aux États-Unis, dans nos grandes villes comme New York, Philadelphie, Los Angeles, San Francisco ou Chicago, et particulièrement parmi les minorités, beaucoup ne savent pas lire ou faire des mathématiques au niveau attendu pour leur âge. Tu sais, ce n'est pas comme si ces villes produisaient de grands érudits. Les établissements d'enseignement y sont des enfers. La base industrielle des États-Unis s'est rétrécie. Elle ne s'est pas développée. La classe moyenne a été gravement touchée. Nous avions autrefois une classe ouvrière forte, des travailleurs manuels. J'en viens, comme je l'ai déjà dit. Mon père a commencé à travailler dans une aciérie, puis il est devenu contremaître à la maintenance. Il a gravi les échelons et, tu sais, nous étions à l'aise en grandissant. Nous ne nous en rendions pas compte à l'époque, mais en y repensant maintenant, j'avais 2 sœurs et un frère, et ma mère et mon père. Nous vivions dans une maison de 3 chambres. Réfléchis à ça. Tu sais, je partageais un lit avec mon petit frère. Mes 2 sœurs partageaient une chambre et mes parents avaient la leur. Nous n'avions qu'une seule salle de bain. Aujourd'hui, ça paraît fou, mais on s'entendait bien. On s'en sortait. Mon père gagnait assez d'argent pour acheter une voiture neuve tous les 2 ans environ. On pouvait partir en vacances, rien d'extravagant. Mais on embarquait toute la famille et on y allait. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, pas au même niveau. Et voilà que la Chine a dépassé les États-Unis sur presque tous les critères. Les États-Unis reculent en matière d'alphabétisation. Le taux d'alphabétisation aux États-Unis, les derniers chiffres que j'ai vus indiquaient 69%, pas dans les 90%. Il devrait être dans les 90%. Mais ce n'est pas le cas. La Chine, elle, est dans les 90%. Et pourtant, l'Occident continue d'essayer de présenter la Chine et la Russie comme des puissances impériales déterminées à conquérir le monde et qu'il faut les traiter comme des ennemis. Parce que nous les traitons comme des ennemis lorsqu'ils écoutent ce que nous disons, observent nos actions et réagissent. Nous disons, « Vous voyez? Vous voyez? » Maintenant, nous en avons la preuve. Mais nous ne tenons pas compte du fait que nous provoquons cette réaction. Et vous savez, nous continuons à parler d'un ordre international fondé sur des règles. Bon sang, nous inventons simplement les règles quand elles nous arrangent. Nous ne les suivons que lorsqu'elles nous sont favorables et nous les ignorons quand cela nous convient. Oui, exactement. Merci beaucoup, Larry C. Johnson, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Très bien. Eh bien, tu sais, le public va s'écrier « Où sont tes chemises, Nima ?» Très bien. Écoute, profite bien de ton repos en Iran avec ta famille. Je sais que les grands-parents, ils ne se soucient pas vraiment de te voir,
Ils sont simplement heureux d'avoir les petits-enfants près d'eux. They don't care about seeing you. They're just glad to have the grandkids around. Exactly. C'est le cas. All right. Très bien, mon ami. Prends soin de toi. Care. À plus tard, Avandi. Bye. Très bien. Au revoir.